Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de réformes et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Il y a un écocide. La Turquie, le Japon, la Chine. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Alors vous voulez qu'on donne un coup de main au changement après que le changement ait échoué? Il faut qu'on parle de tout ça, non? Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Petite Conversation, le podcast des jeunes de Terra Nova. Alors cette semaine, deuxième épisode de notre entretien dédié à notre série concernant l'élargissement de la base électorale à gauche. Cette semaine, Maya interroge Tristan Hoth, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Lille et spécialiste de l'abstention. Phénomène ô combien commenté mais mal connu, l'abstention revient de façon plus persistante à chaque élection. Phénomène à part entière de nos institutions, elle souligne pourtant un rapport particulier des uns et des autres à l'offre politique, au vote et à la représentation et reflète des inégalités de ressources et de politisation. Alors tout de suite on retrouve Maya pour son entretien avec Tristan Hoth. Donc aujourd'hui, on voulait parler particulièrement de vos travaux qui portent sur l'abstention. Donc je suis partie notamment de votre article qui se nomme Élargir les bases socio-électorales de la gauche, puisque c'est justement l'ouverture sur laquelle la note qui est en train d'être rédigée se porte, les recommandations et les possibilités pour la gauche face aux prochaines échéances. Que vous présentez notamment l'existence d'un quatrième bloc politique, donc quatrième face à trois blocs principaux, serait le bloc populaire, constitué de l'électorat du Nouveau Front populaire, le bloc libéral, constitué de l'électorat de la Macronie et le reste de la droite traditionnelle, et enfin le bloc d'extrême droite. Face à ces trois blocs, souligner l'existence d'un quatrième, qui serait composé des abstentionnistes, et particulièrement des abstentionnistes qui seraient en marge de la gauche, donc mobilisables par ces partis. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà la méthode de construction de ces quatre blocs? Alors, l'idée derrière cette notion de bloc ou de pôle, moi je préfère plutôt le terme de pôle, mais c'est plutôt le terme de bloc qui est utilisé dans le débat public, c'est que les citoyens se singularisent politiquement, notamment par leur vote ou par leur non-vote, parce que en fait on pense souvent à une tripolarisation ou à une décomposition en trois blocs, comme vous l'avez présenté, mais une partie conséquente de la population ne vote pas. Et donc, on ne peut pas la classer finalement dans ces trois blocs. Et c'est pourquoi, en fait, finalement, au-delà des trois blocs habituellement décrits, alors populaire ou social-écologique, libéral-conservateur et national-identitaire pour le bloc d'extrême droite, on va trouver un quatrième bloc, celui de finalement des personnes qui se situent en dehors, à distance de la compétition électorale. Et l'idée, c'était de réhabiliter ce quatrième bloc en essayant d'en tenir compte dans les analyses. Et ma démarche, elle était assez simple, hein, c'était de partir d'enquêtes électorales, donc qui sont des enquêtes par questionnaire qu'on réalise en tant que chercheur et chercheuse auprès d'échantillons représentatifs de la population française, et de tenir compte finalement d'autres indicateurs que le seul vote. C'est le positionnement politique, par exemple, sur l'axe gauche-droite, ce sont les préférences partisanes, et plus largement des indicateurs de préférence politique. Alors parfois on va parler de questions de valeur ou de questions de positionnement sur un certain nombre d'enjeux. Ça va du travail à l'immigration en passant par l'environnement. Et cette démarche, elle permet de montrer que pour chaque bloc politique, finalement, il y a des personnes qui en sont proches si on regarde au niveau des enjeux, au niveau du positionnement, au niveau des votes antérieurs, mais qui à un scrutin donné ne votent pas pour ce bloc. Et moi, je me suis particulièrement concentré sur le cas de la gauche. Je reviendrai sur le pourquoi après, méthodologiquement. Et c'est particulièrement vrai pour la gauche, parce que vous avez des personnes qui ne votent pas pour la gauche à un scrutin, mais qui finalement, soit l'ont fait par le passé, soit se disent de gauche, soit font état de préférences progressistes sur le plan économique et sur le plan dit culturel. Alors moi, j'aime pas trop cette distinction, mais on pourra y revenir. Mais c'est finalement comme ça que moi j'observe l'idée
marge de la gauche, de marge de progression, de personnes qui ne votent pas pour la gauche, mais au regard d'un certain nombre d'indicateurs, a priori, pourraient voter pour elle. Et très majoritairement, en fait, ces marges de la gauche s'abstiennent. Cette démarche, elle n'est pas sans poser un certain nombre de limites. Moi, je l'admets volontiers. D'abord, la comparaison entre les différents blocs, elle n'est pas possible, ou en tout cas, elle n'est pas facile, parce que l'offre de gauche, globalement, elle converge sur un certain nombre d'enjeux. C'est bien moins le cas au sein du bloc libéral-conservateur et dans une moindre mesure au sein du bloc national-identitaire, du bloc d'extrême droite. Parce que finalement, vous avez un certain nombre de désaccords entre les composantes de ces blocs sur les questions d'environnement, sur les questions de droits des femmes, de droits des minorités sexuelles et de genre, qui fait qu'on ne peut pas reproduire un peu l'analyse qu'on a pour la gauche. On ne peut pas calculer les marges du bloc d'extrême droite ou du bloc de droite exactement de la même manière qu'on calcule les marges de la gauche. Ça, c'est la première limite. Euh, ça renvoie au fait que ces marges, elles sont calculées avec des indicateurs qui peuvent être considérés comme arbitraires, en tout cas qui relèvent de choix, évidemment. Et la deuxième limite, c'est que pour finalement estimer ces marges de la gauche, on mobilise des enquêtes par questionnaire qui, en quelque sorte, par construction, excluent une partie des citoyennes et des citoyens parce que ce sont des enquêtes qui portent sur des questions politiques. Et les personnes qui sont à distance de la politique, elles ne répondent pas nécessairement à ces enquêtes. Donc le regard qu'on porte sur ces segments de la population, il est imparfait, il est biaisé, d'autant plus lorsqu'on regarde finalement ce quatrième pôle, les enquêtes qu'on a à notre disposition, elles sont par nature imparfaites. Ça veut pas dire qu'il faut complètement éluder finalement le fait de regarder ce quatrième bloc, c'est ce que je défends, mais en tout cas, il faut être prudent dans les conclusions qu'on avance. Vous parlez notamment du fait que ces questionnaires sont du coup à viser d'individus qui sont à distance de la politique. Est-ce que vous pouvez en dire davantage sur la composition justement de ce quatrième bloc? Par exemple, dans la littérature, on a d'autres chercheurs, par exemple Piketty et Cagé, qui soulignent que l'abstention est notamment représentée parmi les jeunes et les personnes précaires. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les différents types d'abstention, d'abstentionnistes et les différents facteurs qui peuvent expliquer ces comportements? Alors, l'abstention, c'est un phénomène qui est massif, mais qui est aussi très complexe. Massif parce que si l'abstention constante est un phénomène très minoritaire en France, on va dire à peu près 15% du corps électoral, la participation constante, elle, c'est aussi un phénomène minoritaire. C'est un gros tiers des électeurs, par exemple, qui sont allés voter à la fois à la présidentielle et aux législatives de 2022. Donc, c'est un phénomène l'abstention qui concerne quand même presque 2 tiers de la population. C'est un phénomène complexe parce que finalement, il y a plein de facteurs qui expliquent l'abstention, des facteurs qui chacun ont prouvé leurs limites. L'idée que l'abstention serait juste le résultat d'une exclusion sociale, c'est plus très vrai. L'idée que ce serait une distance à la politique, c'est plus très vrai. L'idée que ce serait un rapport critique, le résultat d'un rapport critique au vote, ça marche, mais pas pour toute la population. Chaque explication a ses limites. Ce qu'il y a comme certitude, c'est ce que vous avez souligné. C'est ce que montrent les résultats de Thomas Piketty et de Julia Cagé, mais en réalité, c'est ce que montrent les résultats des enquêtes participation électorale de l'INSEE, qui sont vraiment un outil formidable, qui n'existe quasiment qu'en France, où on va chercher en fait le comportement électoral, donc l'abstention ou non, d'un échantillon de personnes issues du recensement, donc qui sont des données extrêmement robustes, qui sont non déclaratives, où il n'y a pas de biais, il y a pas de biais de sélection, il n'y a pas de biais déclaratif. Et ces données, elles nous montrent que les jeunes générations et les classes populaires, quel que soit l'indicateur qu'on prend, se tiennent bien plus à l'écart des urnes, et les inégalités sociales et générationnelles
alors qu'on aurait pu penser qu'elle pouvait se réduire au fil de la montée des diplômes, par exemple, eh bien, elle se creuse. Entre 2007 et 2022, il y a eu un accroissement des inégalités sociales de participation et des inégalités générationnelles de participation. Ça, c'est un premier constat. Donc, c'est vrai que les explications sont multiples. Il n'empêche que ce quatrième bloc, il est en moyenne plus jeune et plus populaire que l'ensemble du corps électoral. Le second constat, c'est que de plus en plus, il n'y a pas forcément de distance complète à la politique. Il n'y a pas d'exclusion sociale complète de ces abstentionnistes. On a plutôt affaire à une distance au vote. Et ça se voit notamment dans le fait que l'abstention, elle est intermittente. C'est, c'est le vote, ou en tout cas l'intérêt du vote dans certaines configurations qui est remise en cause. Et c'est pas même le vote dans son ensemble, c'est même pas la politique dans son ensemble, puisqu'on voit que à certains scrutins, ces personnes, en majorité, vont voter, notamment lors du premier tour de l'élection présidentielle. Et le dernier constat sur ce quatrième bloc, c'est que c'est un bloc particulièrement hétérogène. C'est un bloc hétérogène sur le plan social, même s'il est plus jeune et plus populaire, et c'est un bloc extrêmement hétérogène sur le plan politique. C'est un bloc qui parfois vote, et donc on sait que ces abstentionnistes, quand ils votent, on sait comment ils votent. Un certain nombre votent à gauche, on y reviendra, mais un certain nombre votent aussi à l'extrême droite. Et c'est un bloc qui a des préférences politiques, et ces préférences politiques, là encore, elles sont hétérogènes. Ces préférences, comme je disais, sur un certain nombre d'enjeux, ces valeurs, elles peuvent être assez variables. La seule finalement singularité, c'est qu'elles sont souvent un peu moins affirmées et structurées que dans l'ensemble de la population. Mais finalement, on est sur un bloc qui reste très hétérogène. Euh, Vous avez parlé notamment des premières compréhensions ou des compréhensions que la littérature faisait des raisons de l'abstention, telles que vous avez dit, le rapport critique n'explique plus autant que ce qu'on aurait pensé. De la même façon, la distance politique, est-ce que du coup, on ne retrouve pas des nouvelles formes de politisation qui, comme vous l'avez dit, sont des distances au vote mais se manifestent ailleurs? Et est-ce que vous pensez que ces modes de mobilisation seraient transférables éventuellement vers un vote si le rapport électoral est changé pour ces personnes? Alors, c'est possible. Ce qu'on voit, c'est un double constat. Le premier constat, c'est un constat assez ancien. C'est une logique de cumulativité de la participation. Globalement, plus vous participez politiquement, quelle que soit la forme, plus vous participez aux autres formes de participation politique, quelles qu'elles soient. Et l'idée, c'est assez facilement, quand vous votez, il y a de fortes chances que vous recouriez à d'autres formes de participation politique qui sont plus moins légitimées que le vote au regard des gouvernants, la manifestation, le pétitionnement, le boycott, qui sont aussi un peu plus minoritaires. Mais il y a vraiment cette idée de cumulativité. Par contre, ce qu'on constate, c'est que la montée de l'abstention intermittente notamment, peut s'accompagner d'un recours accru, et les jeunes générations sont très intéressantes de ce point de vue-là, d'un recours accru à des formes de participation politique justement moins légitimées. Ça, c'est ce que montre très bien Vincent Tibéry, qui justement a montré l'intérêt de saisir le nouveau renouvellement générationnel et qui montre que dans les jeunes générations, on a la montée de citoyens qui, finalement, votent de manière intermittente, mais qui participent politiquement bien plus que leurs aînés. Et ça remet en cause cette idée de l'abstention, c'est juste de la distance à la politique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aussi la montée, et ça, il le souligne aussi, hein, dans ces générations, d'une fraction de ces générations qui ne votent pas et ne participent pas politiquement. Et c'est là un point auquel les enquêtes finalement sont moins attentives parce que ces populations, on arrive moins à y accéder, mais on a finalement des personnes qui restent en retrait de toutes les formes de participation politique. On retrouve quand même un peu cette logique de cumulativité, mais dans le sens inverse, en quelque sorte. Vous avez aussi évoqué la difficulté de calculer les marges face aux autres blocs ou aux autres partis. Est-ce que vous avez connaissance justement d'autres études qui ont essayé, par exemple, vous avez évoqué Vincent Tibéry, on parle de la possibilité du phénomène de droitisation de vote. Est-ce que
dans des études pour faire des estimations, ça a été fait d'étudier la possibilité de créer une marge, par exemple sur l'extrême droite, d'observer la possibilité d'une majorité. Alors, à ma connaissance, non, notamment parce que les enquêtes ont été traditionnellement aveugles à cette question de la mobilisation des abstentionnistes. Et en fait, pour deux raisons. D'abord, un problème méthodologique, c'est ces abstentionnistes, ils sont souvent très sous-représentés dans nos enquêtes par questionnaire auprès d'échantillons représentatifs de la population française. Et donc, souvent, il y a un peu cette idée qu'on les capte mal. Et d'ailleurs, les instituts de sondage, dans les enquêtes préélectorales, peinent beaucoup plus à estimer l'abstention qu'à estimer les rapports de force électoraux. Alors vous allez me dire, les rapports de force électoraux, ils découlent en partie de l'abstention, et c'est souvent là la difficulté pour les instituts de sondage, c'est d'établir le niveau de participation. Euh, et donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est sans doute liée au fait que c'est- la, les politistes se sont beaucoup plus intéressés à la sociologie électorale et sont pas forcément dans une logique de prédiction électorale. Par contre, euh, il y a quand même un certain nombre de travaux qui, alors c'est surtout sur la gauche, se sont intéressés justement à la mobilité électorale et notamment à cette question qui a été beaucoup mise en avant dans le discours médiatique d'un passage des électeurs de gauche vers la droite. Et en fait, c'est dans le cadre de ces études sur la mobilité électorale que la question des marges de la gauche, elle a été abordée, mais non pas tant sur les marges de progression, mais les marges, je dirais, de régression, là où la gauche avait entre guillemets perdu du terrain, là où étaient partis les électeurs de gauche. Et ça, c'est des travaux à l'échelle européenne. Je pense aux notes de recherche qu'avait publié assez récemment le Progressive Political Research Network, notamment autour de Tariq Abou-Chadi, qui avait notamment qui était revenu sur cette idée du mythe en fait de la perte des électeurs de gauche vers la droite à l'échelle européenne pour montrer un peu l'idée qu'une grande partie de ces électeurs étaient aussi partis vers l'abstention. Mm. Pour revenir à cette mobilité électorale, j'avais notamment en tête les travaux de Manuel Bompard qui semblerait montrer que le travail qui avait été engagé par la France insoumise lors des européennes à travers des actions concrètes de solidarité. Il donne les exemples de caravanes populaires, de développement de correspondants d'immeubles, aurait permis au parti de faire reculer l'abstention dans plusieurs communes, telles que le nombre de nouveaux inscrits au bureau de vote serait fortement corrélé au vote insoumis. Je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que reproduire les stratégies qui ont été par exemple déployées par LFI lors des européennes serait suffisante pour permettre de mobiliser le quatrième bloc lors des prochaines échéances électorales? Alors, d'abord, il faut différencier le quatrième bloc ou le quatrième pôle, ce bloc d'abstentionnistes, et en son sein les segments qui politiquement se situent aux marges de la gauche et donc sont mobilisables par la gauche. Dans leur ensemble, si on regarde les abstentionnistes, c'est un groupe assez hétérogène et c'est la critique qui est souvent faite, c'est de dire c'est pas une armée de réserve pour la gauche, ce qui est vrai, mais c'est pas une armée de réserve particulièrement pour quelque parti que ce soit. Par contre, il y a au sein des abstentionnistes un sous-ensemble d'abstentionnistes qui peut être mobilisé par la gauche. Moi, j'estime que ça représente à peu près 25% des abstentionnistes, qui est assez conséquent lors des législatives. L'enjeu, c'est pas de mobiliser tous les abstentionnistes pour la gauche, c'est de mobiliser, de ramener aux urnes finalement les plus susceptibles de voter pour la gauche. D'ailleurs, la gauche est pas la seule à se poser cette question de la mobilisation des abstentionnistes, hein. Les scrutins de 2020 et 2021, qui avaient été marqués par une très faible mobilisation électorale, avaient ainsi montré que quand l'abstention était très forte, l'extrême droite voyait ses bases électorales se démobiliser très massivement, bien plus massivement que les bases électorales de la droite. Et on a vu cette espèce notamment une scène assez cocasse, Marine Le Pen exigeant de ses électeurs quasiment qu'ils retournent voter au soir du premier tour des élections régionales. Alors, la stratégie de mobilisation des abstentionnistes que défend Manuel Bompard, hein, au nom de la France insoumise, elle repose sur un triple constat qui est plutôt attesté par les travaux scientifiques.
Bon, d'abord, c'est le fait que le vote s'articule avec des visions du monde, en gros à des attitudes politiques, des préférences politiques, dont il est en partie le prolongement. En gros, le vote n'est pas complètement détaché de préférences, de prédispositions politiques de long terme, de préférences politiques de long terme. Deuxième constat, c'est bien plus facile de changer un vote au cours d'une campagne électorale que des visions du monde. En gros, c'est bien plus facile de passer d'un non-vote à un vote que de faire évoluer les visions du monde social d'une personne pour qu'elle, in fine, change de vote. Le troisième constat, c'est que finalement, parmi ceux qui ne votent pas pour la gauche, mais qui partagent ces visions du monde, bah, en fait, comme le vote dépend de visions du monde, ces gens, assez peu, ils votent assez peu pour d'autres camps politiques. La majorité s'abstient. Et donc, les électeurs à aller chercher, ou perdus, ou à remobiliser, ou à mobiliser, parce qu'ils n'ont jamais été mobilisés par la gauche, bah, majoritairement, en fait, ils sont pas partis vers l'extrême droite, vers le camp macroniste. La majorité, assez nette, hein, on estime ça entre 60 et 70%, bah, sont partis vers l'abstention. Et en fait, ces trois constats, ils sont pas nouveaux. La France insoumise, elle est pas en fait très innovante dans sa stratégie de mobilisation électorale. Ces trois constats, ils avaient poussé en 2012 l'équipe de François Hollande à mener des opérations de mobilisation des abstentionnistes de gauche. C'était vraiment l'appellation qui était utilisée à l'époque, par des porte-à-porte rationalisés. Et les travaux notamment de Vincent Pons, économiste qui avait été beaucoup investi finalement dans la légitimation de ces opérations, avaient montré que ça avait pu permettre, dans un certain nombre de bureaux de vote où ça avait été mené, non pas forcément euh, je dirais de faire basculer, enfin non pas forcément de faire augmenter énormément le résultat de François Hollande, mais ça pouvait jouer un rôle. Ils estimaient que c'était à peu près 3 points de pourcentage, hein. Donc une augmentation, voilà, on passe de 49 à 52%, bah, dans une situation de second tour, c'est déterminant. Donc cette stratégie de la France insoumise, elle est pas nouvelle, et elle s'appuie à l'inverse un peu sur des travaux, notamment à l'échelle européenne. Je citais tout à l'heure Tariq Abouchadi, mais c'est pas du tout le seul à mettre en avant ce type de résultats. Travaux qui montrent que, bah, en fait, changer le discours pour s'adapter aux valeurs des électeurs qui voteraient pour un autre camp politique, pour la droite, pour l'extrême droite, c'est risqué de pas vraiment les attirer, de pas attirer grand monde, et même de perdre des électeurs et des électrices actuellement votant pour la gauche, notamment en donnant raison à la droite et au RN sur, en tout cas à l'extrême droite, hein, sur les valeurs, sur la hiérarchisation des valeurs, qu'est-ce qui est important aujourd'hui. Il y a un certain nombre de travaux qui ont aussi montré que se concentrer par exemple sur les questions économiques aux dépens des questions dites culturelles, c'est une autre solution qui est envisagée à gauche, ben, ça permet certes de fidéliser des électeurs et des électrices qui, même en étant conservateurs socialement, sont surtout préoccupés par les inégalités économiques, par le pouvoir d'achat, mais ça permet pas de capter des nouvelles et des nouveaux électeurs et les électrices. Parce qu'en fait, les électeurs qui adhèrent à des valeurs conservatrices se positionnent avant tout à droite, quelle que soit finalement leur vision économique. C'est finalement la minorité qui ne se positionne pas à droite que la gauche peut espérer garder. La plupart du temps, ils votent déjà pour la gauche, mais finalement, ça ne permet pas d'attirer des électeurs en plus. Alors, cette stratégie du quatrième bloc, mise en place par la France insoumise, elle a ses limites. Alors, elle a notamment des limites qui sont inhérentes au fait qu'elle est proposée par un parti politique qui a des objectifs à court terme, des objectifs de victoire électorale, et donc qui se dit qu'ils vont mobiliser le déjà là de gauche. Et le déjà là de gauche, il existe, mais finalement, cette stratégie, elle ne permet pas de faire progresser ce déjà-là de gauche, finalement de faire progresser les valeurs progressistes sur les plans économiques et sociaux. Et pour cela, ça suppose évidemment un travail de terrain, qui est vrai sur le plan électoral, hein, c'est vrai en matière électorale, mais faire progresser, ça suppose un travail de terrain, mais sur le temps long. Un travail qui est sans doute beaucoup plus fastidieux, beaucoup plus coûteux,
en militant et qui est d'ailleurs pas nécessairement rentable à court terme, parce qu'à court terme, vous allez vous retrouver dans des territoires où ce déjà-là de gauche, il n'existe pas encore. Donc, cette stratégie, elle est efficace à court terme, elle est sans doute insuffisante à long terme. On a parlé du coup de la France insoumise. Seulement, l'électorat de gauche, en fait, ou l'offre de gauche plutôt, est éclatée du coup derrière plusieurs partis. Est-ce que cette répartition constitue un levier ou un frein dans la mobilisation des abstentionnistes, d'après vous? Bah, les abstentionnistes, je le disais tout à l'heure, ils sont divers, y compris d'ailleurs celles et ceux qui se situent aux marges de la gauche. Faut pas croire que cette population, elle est spécifiquement plus radicale que l'ensemble des électeurs de gauche. Elle l'est même un tout petit peu moins si on regarde différentes questions. Mais elle est pas, voilà, c'est pas une population qui serait nécessairement attirée par l'offre de la France insoumise plutôt que par l'offre d'autres partis politiques. La question est plutôt de savoir qui mobilise et joue la stratégie de mobilisation de ces abstentionnistes. C'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt la France insoumise qui met en avant cette stratégie. Sur la question de savoir si la division de la gauche constitue un levier et si du coup son union constitue en retour un levier positif, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si l'union autour du NFP a eu un effet significatif ou pas. Euh, on peut peut-être avancer deux, même s'il n'y a pas de résultat extrêmement tangible, on peut avancer deux hypothèses. D'abord, euh, on est, là, je l'ai rappelé tout à l'heure, ce qui est souvent mis en question dans le phénomène abstentionniste, c'est l'efficacité du vote. Évidemment, la construction d'une alternative dont la victoire est perçue comme crédible, ça peut être un vecteur de mobilisation électorale. Ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, bah, dans un contexte où vous avez un amoindrissement des effectifs partisans, y compris à gauche, eh bien, ne pas faire campagne les uns contre les autres, ça permet aussi de mieux couvrir la population et le territoire. Donc finalement, d'avoir un travail militant plus réparti et du coup de davantage mener ce travail de terrain et donc de mobilisation des abstentionnistes. Donc de ce point de vue-là, la tendance serait plutôt, c'est plutôt l'union qui permet la mobilisation. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une force politique qui sera seule bénéficiaire de la mobilisation électorale. Évidemment, elle sera le seul bénéficiaire si c'est la seule à déployer une stratégie de, de mobilisation des abstentionnistes. Mm. Vous avez notamment du coup évoqué les échelles de temps et les différentes stratégies qui doivent s'y adapter. Dans votre chapitre du livre Nouveau Peuple, Nouvelle Gauche, qui a été publié par l'Institut de la Boétie, vous avez estimé les parts de voix atteintes dans un scénario où ce quatrième bloc, ou du moins les composantes qui pourraient être mobilisées l'été. D'après vos estimations, cette mobilisation atteindrait 36,5% de votes au premier tour des présidentielles de 2022 et 36,3% aux législatives de 2024. Ce qui n'aurait donc pas été suffisant pour permettre à la gauche d'accéder au pouvoir. Vous avez parlé des différentes échéances. Est-ce que, par exemple, dans une stratégie de long terme, est-ce que vous avez identifié des leviers d'action complémentaires pour mobiliser la partie mobilisable de ce bloc et obtenir une majorité? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que 36% du corps électoral potentiel, c'est évidemment pas une majorité si tout le monde vote, c'est pas forcément le cas, mais finalement, euh, c'est vrai que bah, ça pose la question, est-ce que cette stratégie de mobilisation des abstentionnistes, elle est suffisante, notamment en vue d'un second tour? Il n'en reste pas moins que 36%, c'est plus que ce que la gauche a pu faire 36% du corps électoral potentiel, donc des inscrits hein, sur les listes électorales, enfin même inscrits plus non inscrits, c'est plus que ce que la gauche a pu faire sans doute depuis 2012, peut-être même avant. Et donc, comme depuis plusieurs scrutins présidentiels, la question, c'est
celle de la qualification de la gauche au second tour, finalement, la stratégie de mobilisation des abstentionnistes, si elle permet d'atteindre au premier tour 136% des inscrits, ce qui est conséquent, hein, c'est ce qui peut faire une majorité en réalité, en fonction du niveau d'abstention, ça reste une réponse pertinente. Mais est-ce que c'est une réponse suffisante? La mobilisation des abstentionnistes, notamment dans les jeunes générations au sein des classes populaires, c'est peut-être pas le seul levier. Notamment, ce qu'on a vu dans nos données, c'est que il y avait une partie du bloc libéral conservateur dont les préoccupations environnementales, mais aussi en matière de discrimination, d'immigration, de droits des minorités sexuelles et de genre, par exemple, qui appartiennent aux classes supérieures, aux classes moyennes et qui ont des préoccupations économiques moins marquées à gauche, qui en fait sont des groupes qui avaient pu voter pour la gauche par le passé, mais qui en partie se sont ralliés au macronisme, évidemment, ces segments pourraient être aussi mobilisés. Par contre, il faut quand même souligner que ces segments, ils existent, mais ils sont bien plus petits que le segment des abstentionnistes aux marges de la gauche. Donc, c'est une autre stratégie possible. Les deux sont difficiles à tenir ensemble, a fortiori dans une logique de premier tour. Et l'une paraît plus rentable que l'autre. Et notamment l'hypothèse qui est beaucoup mise en avant par la France insoumise, qui est une hypothèse, hein, encore une fois, évidemment, là, elle s'appuie pas forcément sur des résultats scientifiques, mais elle s'appuie sur une intuition à partir de résultats scientifiques, c'est que ces segments proches de la gauche sur certaines questions et qui votent pour le bloc libéral, comme c'est un segment qui vote beaucoup, eh bien finalement, c'est un segment qui peut, dans une dynamique d'entre-deux tours, se rallier. Alors que le segment des abstentionnistes aux marges de la gauche, lui, s'il n'a pas voté au premier tour, la probabilité qu'il y ait une mobilisation entre les deux tours, étant donné le rythme, le calendrier de campagne, est très faible. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est une cible souvent de pré-premier tour plutôt qu'une cible d'entre-deux tours, je dirais. Euh, Est-ce que avec toutes ces segmentations différentes et ces possibilités différentes, on arrive à estimer ou à réfléchir à un plafond de verre au-delà duquel la gauche ne mobilise plus, ou est-ce que la mobilisation connaît une fin et a-t-elle été estimée? Le plafond de verre actuel, c'est un peu, avec une acception large, ce 36-37% du corps électoral, ce que la gauche peut mobiliser, en tout cas dans un cadre d'offres concurrentielles de premier tour. Un second tour, c'est toujours très différent, puisque c'est un bloc contre un autre, enfin voilà, c'est très différent. Mais euh, toute la question est celle justement de percer le plafond de verre et faire progresser, en fait, ces valeurs de gauche et pas se contenter déjà là de gauche qui est souvent par ailleurs assez faible. Donc voilà, c'est en ça qu'il est assez difficile d'estimer les marges de progression, les potentielles victoires de la gauche, parce que en plus les enquêtes qu'on a à notre disposition, je le disais au début, elles ont leurs fragilités, elles ont leurs limites. Ce qu'on offre, ce ne sont que des approximations. Mais en tout cas, elles sont sans doute beaucoup plus fondées qu'un certain nombre de commentaires qu'on peut entendre parfois dans l'actualité et sur les plateaux médiatiques. Mm. Au-delà de la grille de lecture de l'abstention dont on a pu discuter, est-ce qu'il y a d'autres lectures, d'autres grilles de lecture qui pourraient, par exemple, nous permettre de comprendre la possibilité de mobilisation de l'électorat de gauche? J'ai notamment en tête la lecture du genre, qui a été développée particulièrement par Nona Mayer et Anya Durovic, dans lequel elles expliquent l'érosion du radical right gender gap, soit cet écart de genre qui expliquerait la plus faible propension des femmes à voter pour les partis d'extrême droite. Cet écart se serait donc érodé puisqu'on constate un vote nationaliste féminin grandissant, particulièrement les jeunes femmes. Et en plus, le parti est parvenu à présenter une offre en matière des droits des femmes
donc qui est articulé à leur fondement idéologique, c'est ce qu'on appelle le féminisme nationaliste. Alors, il y a du coup, évidemment, là, je dirais l'importance démocratique de visibiliser les offres politiques alternatives en matière des droits de femmes, par exemple, notamment les offres politiques de gauche. Mais au-delà de ça, puisqu'il me semble que vous avez identifié que le quatrième bloc était aussi un bloc féminisé, est-ce que la double stratégie de ciblage en articulant les priorités programmatiques sur les droits des femmes et le ciblage de jeunes femmes permettrait de participer à la baisse de l'abstention, d'après vous? C'est une possibilité, d'abord parce que les questions de genre, elles sont au cœur des préoccupations d'une partie des citoyennes et des citoyens, notamment des jeunes générations, qui s'abstiennent plus. Et donc, en parler, c'est une nécessité si on veut mobiliser ces jeunes générations. Et donc, pour la gauche, c'est une nécessité. Ensuite, ces questions de genre, elles polarisent de plus en plus, notamment dans les jeunes générations. Ça se traduit pas forcément sur le plan électoral. En tout cas, il y a des vraies discussions sur le plan électoral, mais on va dire d'attitude, on voit des vraies polarisations dans les jeunes générations. Ce qui veut dire que bah, chez les jeunes hommes, il y a du masculinisme, très bien identifié aujourd'hui, mais ça veut dire aussi, puisque ces jeunes générations, elles sont en moyenne plus tolérantes que chez les jeunes femmes en particulier, il y a du féminisme. Et donc, c'est un déjà là de gauche qu'il faut sans doute exploiter, parce qu'une partie de ces jeunes femmes, elles peuvent ne pas voter. Donc, ça, c'est je dirais un deuxième argument. Et dernier élément qui rejoint cette idée de conjonction avec des réflexions sur la précarité, il faut pas considérer que ces questions de genre, elles sont complètement déconnectées d'autres questions. Souvent, on a eu tendance en sciences politiques à dire, bah voilà, il y a des valeurs économiques, puis il y a les valeurs culturelles, les deux s'opposant, avec deux axes, l'axe du libéralisme culturel et puis l'axe du libéralisme économique. En réalité, on voit qu'il y a une confusion croissante entre ces deux axes, euh, et que les questions euh, de genre, notamment, revêtent une dimension économique, notamment parce que les discriminations liées au genre ont des conséquences économiques quand elles touchent l'emploi, le logement, la santé même. Et en ce sens, le risque serait finalement de ne mobiliser qu'un discours relatif aux questions de genre, mais complètement décontextualisé socialement, c'est-à-dire qu'il fasse très peu écho à la condition sociale de ces jeunes femmes, davantage évidemment touchées par la précarité. C'est sans doute ce qui a été pointé du doigt dans la dernière campagne de Kamala Harris aux États-Unis, cette idée de faire une campagne notamment sur la question de l'IVG, mais sans aller au-delà d'ailleurs sur les questions de féminisme, et sans mesures sociales qui aient été mises en avant en parallèle. Donc il y a sans doute l'idée qu'il faut parler de ces questions de genre, mais sans les déconnecter d'autres enjeux économiques et même d'autres enjeux sociaux en général. Qui revient justement avec ce que vous aviez dit au début, cette différenciation entre le plan culturel Oui, et les oui, autres oui, questions qui ne fait pas forcément toujours sens. oui. Bah écoutez, c'est bon pour moi. J'ai posé toutes les questions, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Bah, de rien. Merci de la lecture. Et on remercie Maya et Tristan Roth pour leurs éclairages à propos de l'abstention. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes.
Test, 1, 2, 1, 2.